Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et dans cette table ronde, nous retrouvons Clémence Oudiakova. Bonjour Clémence. Bonjour Corentin. Donc nous sommes avec Clémence exceptionnellement pour cette émission à la veille de Noël. Vous avez préparé on est un petit Noël peu en famille, tous ensemble. Tout à fait. Donc nous sommes avec Laurence Catino-Crost. Bonjour Laurence Catino-Crost. Bonjour. Vous êtes écrivaine et vous avez publié des romans, des biographies, des contes pour enfants et notamment Noël en France, Histoire et Tradition, un livre qui a cartonné, et vous avez aussi écrit Recettes retrouvées d'Occitanie, et nous sommes avec Jérémy Combe. Bonjour Jérémy Combe. Bonjour. Et vous êtes l'auteur de L'art de maîtriser les codes pour se sentir bien partout, en toutes circonstances, et donc aussi à Noël. À Noël, exactement. On va en Chez parler. Michel Lafon. Chez Michel Lafon. Et donc, pour commencer, on va introduire évidemment cette table ronde avec des chants de Noël, et je vous propose qu'on écoute Minuit chrétien. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous. Effacer la tâche originale et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici. Oui, vous écoutiez Minuit chrétien, évidemment que vous connaissez cette musique qui résonne normalement à Noël dans toutes les bonnes églises de France, n'est-ce pas Clémence? Oui, alors pourquoi on vous fait écouter Minuit chrétien? Parce qu'aujourd'hui, tous ensemble, on va parler des traditions de Noël, les traditions du 24. Et évidemment, ça commence souvent dans notre culture judéo-chrétienne par ces chants, plutôt chrétienne d'ailleurs, par ces chants de Noël, notamment Minuit chrétien. Et Laurence Catino-Crost, vous connaissez particulièrement cette histoire de Minuit chrétien, qui est très intéressante. Oui. Parce qu'il a généré beaucoup de polémiques. Il a été extrêmement critiqué. En fait, ce texte fut écrit par Placide Cappeau et mis en musique par le compositeur Adolphe Adam. Mais très vite, comme je vous l'ai dit, naquirent des polémiques, et même les évêques de Metz, Nantes, Grenoble et tant d'autres estimèrent qu'il n'avait pas sa place dans une église, et ils interdirent de l'interpréter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Madame Jessie Norman, en 1990, refusa absolument ce diktat et décida de le chanter donc à Notre-Dame de Paris. Donc c'est quand même assez récent, puisque 1990, c'est quand même assez proche de nous, où l'on a, je dirais, toléré ce minuit chrétien tant décrié par la critique, tout simplement parce que Madame Émilie Lauré, qui était une chanteuse lyrique, l'interpréta pour la première fois à Roquemaure, dans le Gard. Il s'agissait d'une commande donc du curé de cette église dont elle était l'amie, et on reprocha à Émilie Lauré d'être justement une chanteuse lyrique. Les critiques furent vraiment acerbes, même méchantes. On taxa ce chant de dégénéré. On prétendit même que ce texte était celui d'un athée, sectaire de surcroît, et alors le plus terrible, mis en musique par un juif. Donc tout cela
créa autour de ce chant beaucoup de soucis. On était, Laurence Catino-Cross, est-ce que vous pouvez rappeler à quelle époque on était à ce moment-là, hein? Cette époque où ce chant Ménu chrétien qui nous paraît si traditionnel finalement était interdit dans les églises. La première fois où il fut interprété donc à Roquemaure, c'était le 24 décembre 1847. D'accord. Et il est autorisé depuis quand, vous dites ? En fait, il y a toujours eu un veto. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est Jessie Norman qui força un petit peu les portes des églises et depuis, on va dire depuis 1990, il est toléré. Il est toléré. C'est incroyable. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il est plus que toléré. Il est accompagné, presque revendiqué, je dirais, à la fin de la messe de minuit. Alors, en tout cas, on quitte l'église tous ensemble après ce chant Minuit chrétien qu'on aura entendu, nous, en tout cas, dans notre messe à nous. On se retrouve tous, a priori, en famille, je l'espère, en tout cas en bonne compagnie, pour célébrer Noël ensemble. Et Noël, la célébration de Noël passe évidemment par le repas de Noël. Et là encore, Laurence Catino-Cross, vous avez beaucoup travaillé sur les traditions, sur les recettes notamment de différentes régions, et notamment celle de Savoie, qui est très connue. Hein. Oui. Mais les gourmandises, font partie de toutes les traditions autour de la bûche, parce que c'est un moment où les familles s'accordent du repos. Plus de ça, c'est l'hiver, donc il faut savoir que initialement, la France était quand même majoritairement, peuplée de paysans. Et dans les villes, bien sûr, eux, ils pouvaient faire bombance, mais dans les campagnes, on se retrouvait tout simplement autour du feu de cheminée après la messe de minuit et on partageait ce que l'on avait. Mais bien sûr, les ménagères essayaient de donner le meilleur à leurs convives. Et en Savoie, justement, alors les petits-enfants, eux, ils n'attendaient pas le Père Noël, ils attendaient le Père Chaland. Et alors ce Père Chaland, bien sûr, c'était l'homme de Noël, qui était représenté avec un long manteau de fourrure et une grande barbe. On ne dit pas si elle était blanche, mais on peut l'imaginer. On le devine. On peut l'imaginer. Et donc, en attendant ce Père Chaland, les mamans dans les maisons cuisaient des tartes, beaucoup de tartes, des rissoles aussi. Ce sont des petits chaussons fourrés de marmelade de poire ou de confiture de fruits qu'elles avaient donc préparés pendant l'été. Elles préparaient aussi des épognes. Ce sont des genres de petits chaussons, on dirait, oui, avec des légumes et aussi sous sa forme sucrée, donc l'épogne de Noël qui est constituée avec des pralines, les fameuses pralines qui à l'époque étaient quand même très très chères, ce qui faisait de l'épogne un gâteau très très prisé des enfants. Et donc évidemment, Noël, c'est un repas de famille, un repas de famille où il faut donc maîtriser les codes de la bienséance. Et c'est pour ça que nous sommes avec Jérémy Combe. On le rappelle, vous avez écrit « L'art de maîtriser les codes pour se sentir bien partout, en toutes circonstances et dans les circonstances de Noël ». Donc ce repas de famille, il y a une famille et il faut placer déjà les gens à table. Où est-ce qu'on se place ? Comment on place les différentes personnes selon leurs différents statuts ? Alors c'est vrai que c'est un casse-tête le plan de table. Le plan de table, quand on fait des déjeuners ou des dîners entre amis ou protocolaires, on essaie de créer le meilleur plan de table. Pourquoi ? Parce qu'il faut que l'ambiance autour de cette table prenne. Il n'y a rien de pire que les moments où nous sommes réunis autour d'une table où il ne se passe rien et on entend le bruit des fourchettes et des couverts dans l'assiette. Alors, ceux qui reçoivent mettront à leur droite et à leur gauche les personnes les plus importantes de leur dîner ou celles qui ont le statut social le plus élevé ou les personnes qui viennent pour la première fois. Donc ça fait beaucoup de critères à prendre en cause. C'est pour ça que je dis toujours que c'est un vrai casse-tête. Un plan de table se prépare vraiment, s'écrit. Normalement, c'est le monsieur, l'homme de la maison, qui placera les invités à table. Mais on a le droit d'avoir fait un petit dessin, un petit croquis avec le nom de chacun. Mais en famille, c'est un peu différent, surtout à Noël, puisque c'est une réunion de famille. Donc on est moins normalement dans le protocole. Et si jamais on a des cousins qu'on n'a pas vus depuis 1 an, voire 2 ans, et que
pour une raison X ou Y, la jeune cousine commence ses études de droit et l'oncle qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans est avocat, peut-être qu'il y a quand même un intérêt à faire en sorte que ces personnes-là soient l'une à côté de l'autre pour avoir des sujets de conversation. Si jamais, à l'occasion des fêtes de Noël ou dans la vie de tous les jours, vous recevez un prêtre, un évêque, un homme d'église, eh bien là, il aura, quoi qu'il arrive, la place la plus importante du déjeuner ou du dîner, c'est-à-dire à droite de la maîtresse de maison ou de la personne qui reçoit. Tant pis pour celui qui pensait qu'il serait à droite, l'homme d'église détrône le placement à table. Alors, et du coup, tout le monde est décalé d'un cran ou Tout le comment monde est ça un peu, fonctionne c'est un peu après comme ça. Tout le monde est décalé d'un cran, ou alors on mettra à sa gauche effectivement la personne qui aurait dû être à sa droite, si c'était pour la maîtresse de maison, et si jamais elle reçoit avec son mari, ou si on peut aussi recevoir en célibataire, eh bien on organisera son plan de table. Mais surtout, je crois qu'il faut retenir que dans des moments familiaux et les fêtes de fin d'année et Noël, faites un plan de table qui soit un plan de table, ce que j'appelle joyeux. Un plan de table où il y a des échanges. Alors c'est sûr qu'on va séparer peut-être le grand-oncle qui ne s'entend pas très très bien avec la tante qui un peu, pour lesquels il n'aurait pas de sujet de conversation commun. Et si jamais vous savez qu'ils sont opposés sur des sujets, ne les mettez vraiment pas l'un à côté de l'autre. Alors, ce qui est vraiment très intéressant avec vous, Jérémy Combe, c'est que finalement, vous nous expliquez l'histoire aussi de ces traditions, comment on y est arrivé. Et très souvent, je vous entends dire, finalement, tout ça n'est que du bon sens à l'origine. Les codes existent pour que des personnes, au départ, de cultures différentes, de naissances différentes, de rangs sociaux ou sociales différents, puissent cohabiter. C'est essayer d'avoir un ADN commun dans des vies où parfois on n'a rien en commun. Et on se rend compte que même... c'est très démocratique finalement d'une certaine façon. Oui, c'est démocratique et c'est surtout que ça existe pour mettre toujours l'autre dans la meilleure des situations. Donc toutes les situations que je peux vous expliquer, les petits codes ou les tips que je peux donner, on verra ou vous verrez que c'est toujours dans un souci de faire plaisir. Un centre de table, c'est pas pour épater la galerie, c'est pour que la vue soit aussi sollicitée. On met des jolies nappes et des jolies serviettes, donc des tissus normalement de bonne qualité, pour que le toucher soit aussi mis à l'honneur. Oui. Alors on continue notre tour de table des traditions de Noël. On est et dans les traditions de table et dans ces traditions régionales avec vous, Laurence Catino-Crost. Et j'aimerais qu'on aille après la Savoie, qu'on parte au Pays Basque. Alors vous nous avez parlé, parce que finalement nous on s'arrête un peu au Père Noël. Là vous nous avez déjà parlé en Savoie du Père Chaland. Et au Pays Basque, il y avait un autre personnage un peu étonnant du nom de Olen Zéro. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce personnage ? Oui, bien sûr. Olen Zéro, c'est un personnage un petit peu grotesque qui apparaît la nuit de Noël. En fait, c'est un charbonnier. Il a une très grosse tête, il est noir, il est sale. On dit qu'il est un petit peu ivrogne et glouton. Il paraît qu'il fume la pipe aussi et il tient une hache ou une faucille à la main. Ça, c'est pas très très intéressant pour les petits enfants, mais ils l'attendent quand même. En fait, Olen Zéro représente les forces de la nature. Il est chargé, lui, d'annoncer donc l'arrivée du Christ, qui est lié au solstice d'hiver et qui célèbre donc la renaissance du soleil. Olen Zéro, bien qu'il soit mal fagoté, distribue les cadeaux aux enfants le 24 décembre. Et comme tout bon bienfaiteur, on dirait, un petit peu comme notre Père Noël, le chef de famille, lui, il ne présente pas d'alcool parce qu'il est vraisemblablement déjà un petit peu imbibé, Olen Zéro. Donc, le chef de famille lui sert le bacalao. C'est un filet de morue donc, qui est préparé avec des pommes de terre et de l'huile d'olive. Alors, Olen Zéro se restaure et puis il passe dans un autre village. D'accord. Mais le bacalao n'est pas le repas de la famille pour Noël. Non. Ça, c'est réservé à Olen Zéro. Ah oui. Les familles basques partagent le marmitaco. À l'origine, c'était la nourriture des pêcheurs lorsqu'ils étaient en mer. Ils gardaient les meilleures prises, bien sûr, pour les ramener au port, pour les vendre. Et tout ce qui n'était pas très, très joli comme poisson, ils l'utilisaient, bien sûr, pour manger à bord. Et cette tradition du marmitaco est conservée. Et bien sûr, à la fin, il y a les douceurs.
et qui sont constituées de turrones, espagnoles qui peuvent être à base de, bien sûr de miel, d'amandes, de noisettes, oui. Et sans oublier au Pays Basque les fameux chocolats, puisque Bayonne est réputée pour être quand même la ville du chocolat. Et si vous n'êtes pas basque, malheureusement pour vous, il y a aussi donc d'autres fruits de mer. Il y a les huîtres. Comment on mange les huîtres? Comment on mange le foie gras? Jérémy Combe, comment à l'entrée on fait pour manger de manière dans les règles, dans les codes de la bienséance, une huître, un foie gras? Alors c'est vrai que ce sont des mets entre guillemets que l'on réserve pour les moments importants de la vie, donc souvent Noël, on va dire les fêtes des pères, des mères, Pâques. Il y a encore comme ça, et heureusement quelques plats qui sont un peu mis au-dessus des autres. Alors le foie gras, traditionnellement, le foie gras, et mes yeux parfois souvent pleurent, mais alors je vais dire se mange parce que déguste, je trouve que c'est un peu précieux. On peut manger quelque chose. Le foie gras se mange avec le tranchant de sa fourchette. Donc on va porter du foie gras à sa bouche et pas l'inverse. C'est pas la bouche qui va chercher le plat dans l'assiette. Oui. c'est la fourchette qui vient. L'assiette n'est pas une gamelle, on le rappelle. Exactement, merci. Donc le foie gras avec le tranchant de la fourchette et on porte ensuite à sa bouche une bouchée de pain d'épices accompagné de confiture, de ce qu'on veut. Mais s'il vous plaît, on ne tartine pas son foie gras comme je le vois trop souvent. On ne croque pas dans la tartine. Oui. Ça paraît... c'est comme le fromage, on n'écrase pas ni le fromage ni le foie gras. Parce qu'on enlève d'abord les saveurs et en plus c'est irrespectueux par rapport à la personne qui aura préparé ce plat. Donc ça c'est pour le foie gras. Pour les huîtres et les coquillages en règle générale, la règle principale, c'est de ne pas faire de bruit de succion. Les déjeuners, les dîners ne doivent pas être, phagocytés par des bruits extérieurs. Alors, normalement, l'huître, si on a la chance d'avoir des petites fourchettes à huître, on les met. Sinon, on met des fourchettes à dessert. Ça fera très bien l'affaire. On va décrocher l'huître dans la coquille. On porte l'huître ensuite à sa bouche. Vous avez le droit de mettre du vinaigre aux échalotes ou si vous aimez l'eau iodée de la boire, mais toujours pareil, en toute discrétion. Et puis, il y a un autre plat qu'on peut servir pendant les fêtes, ce sont des veloutés de lentilles au foie gras, des veloutés de carottes au Saint-Jacques. Le velouté et les potages en règle générale sont déjà servis au moment où les invités passent à table, justement pour que la température ait le temps de baisser un peu si jamais vous avez un peu forcé sur le feu. Et c'est le seul plat donc, qui est servi avant que les invités ne passent à table. On ne termine jamais normalement son potage, on laisse toujours l'équivalent d'une cuillère à soupe. Alors, vous avez parlé de pain d'épices, parce que il est vrai que, surtout dans cette période de Noël, on aime beaucoup jouer sur le pain d'épices. Le foie gras et le pain d'épices, c'est un mélange absolument divin que je recommande à tous, enfin moi que j'apprécie beaucoup. D'où vient, Laurence Catino-Crost, vous qui connaissez aussi l'histoire de ces spécialités culinaires, d'où vient le pain d'épices ? Alors, le pain d'épices existe depuis très très longtemps. Il y a un texte qui en atteste, un texte donc de 1453 qui atteste donc la présence du pain d'épices sur la table des moines cisterciens de Marienthal en Alsace. Les moines, ne l'oublions pas, étaient des bons vivants. Et l'on dit, dans l'encyclopédie, mais la grande encyclopédie, donc rédigée à partir de 1885, on dit qu'en France, le pain d'épices le plus renommé pour sa finesse est celui de Dijon. Ah bon. C'est bon savoir. Oui, on l'imaginerait plutôt du côté de la Provence. Exactement. Oui, avec les amandes. Bon, et si on continue notre petit tour de région avec vous, de région de France plutôt, Laurence Catino-Crost, vers où vous nous emmèneriez pour encore découvrir un Noël très particulier? Est-ce que par exemple dans les dom-toms, les choses se passent différemment? Bien sûr, il ne faut pas oublier nos amis des dom-toms qui ont des Noëls très très joyeux, même s'ils n'ont pas de neige. En Guadeloupe, il y a le Fleury-Noël, où on choisit un arbrisseau que l'on garnit de petites fleurs blanches. Dans les Antilles françaises, il y a une grande tradition aussi pour chanter les cantiques. Nous en revenons à la première partie là, de notre exposé. Donc, ce que l'on appelle le chanter Noël. Des groupes vont de maison en maison et entonnent donc des chants. Et cette tradition commence à partir du premier dimanche de l'Avent et jusqu'au 24 décembre.
il y a bien sûr la messe de Noël, la messe de minuit, comme chez nous, et ensuite, tout le monde festoie autour d'une table bien garnie, avec surtout des cochonailles, sans oublier, en Martinique, le pain au beurre, qui est très très réputé, qui est préparé donc par la maman. C'est une sorte de viennoiserie, de brioche, qui est travaillée, qui est présentée sous forme de tresse. N'oublions pas la Réunion, bien sûr, où on se réunit en famille autour de la crèche, qui est très très présente, et on festoie lors du repas de Noël que l'on appelle le Noël longtemps. Alors, en général, on sert un curry, qui est le plat, j'allais dire, national des Réunionnais. En Guyane, pareil, on chante Noël aussi. Et là, c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que l'on a tendance à se réunir en forêt. Il faut dire que le climat s'y prête aussi. Sous un carbet, on savoure des ragoûts de ce que l'on appelle les viandes bois, c'est-à-dire le cochon bois. Le picari, le maï pourri, c'est du tapir. Ensuite, il y a l'agouti aussi. On prépare le kalawang, bien sûr. Pardonnez-moi pour la prononciation, c'est pas exact. C'est un poisson. C'est du mâchoiran jaune, exactement. Voilà, préparé avec des crevettes aussi qui sont caramélisées. Il y a le crabe farci, bien sûr. Toujours le cochon très présent avec le colombo de cochon, les boudins, le jambon de Noël, bien sûr, et tout un tas donc de desserts, oui, de desserts, constitués de beignets à base de bananes, des gâteaux avec donc de la de coco, aussi le fruit d'une liane appelé passiflore, ou fruit de la passion chez nous, et autrement, beaucoup de gourmandises. Laurence Catinocros, à ce sujet, dans les dom-toms, est-ce qu'on a aussi cette tradition de s'asseoir autour d'une table pour le dîner de Noël, ou est-ce que ça peut être aussi plus comme présenté comme un buffet? Vous l'avez dit presque. Est-ce que vous avez dit certaines traditions font qu'on va même dans la forêt pour fêter Noël. Oui. Comment ça se déroule en général? C'est plutôt assis ou plutôt festif debout? Oh bien. Dans les traditions. Hein. Il y a en général, les personnes sont assises en cercle, oui, autour d'une table, mais il y a beaucoup de mouvements parce que toutes les femmes participent, si vous voulez, à la préparation des mets. Et en général, les mets sont disposés au centre d'une table et tout le monde se sert comme il le souhaite. En fait, c'est un petit peu, je dirais, à La Réunion, il y a l'influence aussi des Asiatiques qui, à un moment donné, donc avaient commencé à peupler l'île et ils sont demeurés. Donc, on présente tous les mets au centre d'une table ou sur un buffet et chacun se sert à sa guise. Vous avez une anecdote sur les Outre-mer, sur Noël en Outre-mer? Oui, c'est ça, je partage de Guadeloupe. C'est ça, genre de la Guadeloupe. Et l'année dernière, à la même période, j'étais à La Réunion parce que j'accompagne les Miss France. Les 30 prétendantes au titre de Miss France. Vous avez cette chance de les accompagner chaque année. Donc là, l'année dernière, c'était La Réunion et en fin novembre, cette année, c'était la Guadeloupe. Et effectivement, la tradition de Noël commençait déjà et les femmes se mettent vraiment en cuisine. C'est très collectif et je partage exactement ce que vous venez de dire. Et avec des spécificités sucrées, je trouve, surtout. Parce qu'il y a beaucoup de, je reprends les termes, il y avait des cochonailles, mais ils sont aussi très attachés à leur dessert à base de bananes, de coco. Et c'est, il y a beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Et on attend, et là d'ailleurs, la Miss France et une Miss Guadeloupe, elle était très contente de repartir à la Guadeloupe pour les fêtes de Noël. Elle repart bientôt parce qu'elle me dit, c'est tellement joyeux. Oui. En plus, il fait très beau, donc c'est une autre façon de passer Noël. Oui, c'est sûr qu'on imagine moins, oui, c'est ça, cette atmosphère festive, ensoleillée, on va dire, par rapport à... Chrétien et ensoleillé. Oui. Oui. Parce que nous, l'hiver, pour nous, Noël est associé à l'hiver chrétien, minuit chrétien, il fait froid, il fait nuit. Alors là, il fait pas froid, effectivement. Je voulais revenir sur le dessert. Oui.
et sur la bûche de Noël. Depuis quand on fait une bûche à Noël? Mais aussi, il y a toute une tradition, il ne faut pas la découper en nombre de personnes qu'il y a autour de la table. Alors, la bûche de Noël, au départ, n'était pas comestible. Il s'agissait d'une grande souche de bois que l'on faisait brûler le plus longtemps possible. D'où le terme bûche. Exactement, et qu'on avait décoré. La tradition a depuis perduré, ça a été repris par des pâtissiers, et maintenant on l'orne de ganache, de sucre et d'autres confiseries. C'est comme ça qu'on a commencé à décorer. Et la tradition serait née d'un rite marquant la fin du solstice d'hiver dans les pays du nord de l'Europe. C'était la génoise roulée que l'on déguste au dessert, serait apparue vers la moitié du XXe siècle seulement. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que la bûche de Noël se répand dans toute la France, puis dans les autres pays francophones. Et effectivement, quand on propose, mais même lors d'un dîner qui n'est pas forcément le dîner de Noël, si je vous propose le dessert en premier, instinctivement, la personne va regarder combien il y a d'invités autour de la table et va dire on est 8 et va découper le gâteau en 8. Eh bien non. Le dessert ne se prédécoupe pas. La grosse erreur, la faute de Noël. Il faut laisser chaque personne se servir de la part de dessert dont elle a envie, parce que justement, votre dîner, votre déjeuner était tellement bon, copieux, qu'on n'a plus de place pour le dessert. D'ailleurs, c'est une expression qui ressort souvent. Je n'ai plus de place pour le dessert. Et ce n'est pas offensant que de ne pas prendre et de ne pas se servir de dessert. Et pour la petite anecdote, à partir du plateau de fromage qui est juste avant le dessert, on ne sert plus les femmes puis les hommes, comme le veut la tradition. Mais à partir du fromage, c'est dans l'ordre de la table. Donc, si je vous donne le plateau de fromage, vous le passerez à votre voisin et on fait plus, vous savez, 9h, 11h, 13h, mais 9, 10, 11, voilà. Ça bon, alors pour les auditeurs qui seraient un tout petit peu perdus dans l'ensemble des explications de Jérémy Combe, tout simplement, vous reportez à son livre L'art de maîtriser les codes pour se sentir bien partout et en toutes circonstances chez Michel Lafon. Exactement. Au moins, vous serez rassurés, vous pourrez toujours feuilleter en plein dîner. Non, ça c'est interdit. Non, c'est interdit. Mais il existe aussi en poche et il s'appelle Oser les bonnes manières. Voilà, Oser en poche. À mettre sous le sapin. Je me retourner vers vous, Laurence Catino-Cros. J'imagine que vous aussi, vous connaissez bien l'histoire de la bûche de Noël. Vous aviez quelque chose à ajouter sur cette question, sur ce dessert, sur cette gourmandise en particulier? Non, tout a été dit et parfaitement. Je voudrais par contre attirer peut-être votre attention, si nous avons le temps, bien sûr, sur la canne en sucre d'orge. Oui. Parce qu'on les voit ressurgir depuis quelque temps, donc cette forme de gourmandise. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent exactement l'origine, ça pourrait être intéressant. Oui, avec plaisir. On a l'impression que ça vient plutôt des États-Unis aujourd'hui, mais pas forcément, vous allez nous l'expliquer. Mais non, pas du tout. En fait, c'est un confiseur qui souhaitait réaliser une confiserie, mais qui symboliserait donc la vie de Jésus-Christ. Il imagina donc de fabriquer ce qu'on appelle la canne de Noël. Il façonna donc un bâtonnet, donc avec à la base un blanc très très pur. Et sur ce blanc, donc qui symbolisait la nature sans péché, donc de l'enfant Jésus, il apposa, si vous voulez, 3 rayures rouges qui symbolisent les traces laissées par la flagellation du Christ. Ah oui. Et il lui donna aussi une forme, en fait c'est une forme en J. C'est très curieux parce qu'on passe à la canne. On pense à une canne de marche, oui, de pèlerin par exemple. Pour lui c'était un J. Et donc ensuite, bien sûr... Un J, pardon, comme Jésus? Oui. Et ensuite, donc, elle fut attribuée, si vous voulez, à Saint-Nicolas, qui plus ou moins symbolisa donc sa crosse, son attribut épiscopal. Mais en fait, c'est bien le J de Jésus. Mais si les enfants savaient ça, franchement, ça change tout. Quand ils veulent cette petite sucrerie qu'ils voient partout en ce moment, en effet, vous l'avez dit, qui réapparaissent dans toutes les belles vitrines de Noël, et bien maintenant on leur expliquera que c'est le symbole de Jésus, avec les 3 traits. Oui, les 3 rayures, on va dire sanguinolentes. Oui. C'est ça, on ne le dira pas aux enfants. Non, mais moi je suis très content grâce à vous parce que
j'en ai mis plein mon sapin à Paris. Ouf, je suis rassuré. Ah bah là, oui, là, vous portez l'histoire de Exactement. Jésus avec vous, là, au moins on est... Bien écoutez, merci beaucoup, en tout cas, à vous deux, pour... évidemment, on pourrait en parler encore des heures et des heures de ces traditions, l'histoire des traditions et les traditions, comment elles se vivent aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Laurence Catino-Crost. Je rappelle ce livre qui nous a vraiment intéressé, Noël en France, histoire et tradition, mais vous êtes une grande spécialiste des traditions régionales et vous sortez prochainement Recettes retrouvées d'Occitanie. Vous êtes une grande spécialiste d'ailleurs de l'Occitanie, aux éditions du Papillon Rouge. Et puis un livre qui n'a rien à voir, mais que nous recommandons également, Céline Dion, encore une larme de bonheur. Vous parlez de Céline Dion dans un livre qui sortira en septembre chez City Éditions. Et merci également à vous, Jérémy Combe, merci encore. Le monsieur bonne manière que réclament toutes les radios et toutes les télévisions et toutes les Miss. Et je rappelle donc ce livre, L'art de maîtriser les codes pour se sentir bien partout, en toutes circonstances, chez Lafon. Et vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a aussi la version poche. Oui, sous le sapin, la version poche, Oser les bonnes manières. Oser les bonnes manières. Voilà. Bah, Merci parfait. beaucoup à Nous vous. saurons tout. Merci à vous, merci Corentin. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.